Bienvenue dans Les Voix du terrain, le podcast qui donne la parole aux professionnels passionnés du bâtiment. Au fil de ces échanges, vous découvrirez leur parcours, prendrez connaissance des défis qu'ils et elles rencontrent en tant qu'entrepreneurs et dirigeants, ainsi que la philosophie qui guide chacun de leurs projets. C'est parti pour une nouvelle immersion inspirante dans les coulisses du bâtiment. Jonathan, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement CDPEC et puis aussi nous parler de votre rôle au sein de cette structure? Oui, très bien. Eh bien, je m'appelle Jonathan Flao, je suis président de la société, CDPEC, maintenant depuis, mars 2010, on a un peu plus de 7 ans. Avant cela, on était une association de sinistrés, qu'on a Ah, appelée AEDC, Association d'études et développement de concepts, et l'objectif, c'était de surtout trouver des idées, pour rendre étanches les ouvertures à protéger face aux risques d'inondation. Et au fur et à mesure, on a développé un premier concept de porte étanche à l'époque. Donc on a décidé de concevoir, un entrepôt dans lequel on avait fabriqué nos premières portes étanches. Donc on a fait un prototype en bois et suite à cela, on s'est rapproché d'un industriel pour fabriquer ces portes en composite, c'est-à-dire de la résine de verre avec, la résine de polyester. Donc c'était un mélange, qui donnait un matériau imputrescible, non conducteur d'électricité. Donc on s'était dit que c'était l'idéal dans le domaine de l'innovation. On a super. commencé l'aventure comme ça, en fabriquant, les premières portes étanches en composite. Et après, on a déposé un brevet en discutant avec la métropole de Nice sur la réactivité de la mise en place de protection. Il existe ce qu'on appelle des batters d'eau, des barrières anti-inondation, donc ce sont des protections amovibles à placer à chaque alerte. Et le problème là-bas, c'est qu'ils font face à des effets de ruissellement. C'est un sol très bétumé, dans l'eau a du mal à être épongée par les terres, donc elle ruisselle et elle monte plus ou moins à 2 à 3 mètres de hauteur dans certains quartiers en moins de 15 minutes. Donc la métropole, aujourd'hui avait décidé de simplement envoyer un SMS d'alerte aux propriétaires et parfois, ça a lieu la nuit ou au travail, donc ils avaient pas le temps de mettre en place leur protection. D'où l'intérêt, des protections permanentes comme les portes étanches ou les volets étanches et j'ai eu un déclic sur place en disant: au lieu d'envoyer un SMS aux propriétaires, et envoyer également un signal à mes portes et volets pour qu'ils se ferment avant l'arrivée du danger. Un peu comme le principe des portes coupe-feu, mais dans le domaine de l'inondation. On a simplement déposé un brevet. Au final, on s'est rendu compte que nos portes étanches en composite, si vous voulez, avec, c'est des matériaux qui, exposés fortement aux UV du soleil, il y a une petite dilatation en partie haute qui s'est faite et donc il y avait des défauts de conception à corriger. Alors, on avait quand même décaissé pas mal d'argent en R&D. Ce défaut était dû à un défaut de fabrication de mon industriel. Donc on a dit: «Bon, on va pas mettre plus d'argent dans la fabrication. Il existe des idées, et des fabricants un peu partout. Donc on va changer de casquette, s'orienter plutôt en tant que distributeur, en tant qu'expert, en tant que coach inondation». On s'est rapproché de plusieurs fabricants pour rassembler les protections existantes et trouver un service, clé en main, parce qu'on avait construit, nous, un réseau de poseurs au niveau national. Mhm. On avait commencé à l'époque avec une centaine de poseurs et puis aujourd'hui, on a un peu plus de 300 poseurs, à disposition sur toute la France, chez qui on va former, discipliner sur les protections et leur, donner des tips sur les innovations apportées sur le marché. Donc après, on s'est expertisé sur une classification des protections anti-inondation. On a réussi à identifier, en fait, les différents types de risques: montée désolante, ruissellement, effet de submersion marine et en fonction des effets, on a mis des protections en face, qu'elles soient amovibles, à placer à chaque alerte, permanentes, voire périmétriques et puis, au fur et à mesure, dès qu'on a un appel d'offres ou une demande, on arrive toujours à trouver une solution en face. Donc on est plutôt, vu comme un service clé en main. C'est pourquoi aujourd'hui, on a été sollicité par Leroy Merlin au niveau national et au sein de différents groupes d'assurance, que ce soit, Covéa, Matmut, Allianz et j'en passe. Ça se comprend, ça se comprend. Euh, plein de questions qui nous viennent déjà à l'esprit, on revient, ce sera pour la suite. Merci beaucoup pour cette présentation très, très détaillée et déjà très inspirante de CDPEC. Et vous, Jonathan, quel est votre rôle alors à CDPEC? On est 3 associés aujourd'hui, on est une vingtaine de collaborateurs, donc moi-même, certes, j'ai la présidence, mais on est une petite famille, c'est-à-dire que je ne serais jamais arrivé là sans mes collaborateurs, donc je leur dois beaucoup. J'ai David Delannoy qui va plutôt s'occuper de la partie finance, qui fait un peu de commercial sur Paris, qui représente Cedipec en région parisienne, parce qu'on a le siège qui est là-bas, mais c'est plus un siège administratif. Après, nous, l'ensemble de l'équipe, elle va être plutôt située, à Tours, donc exactement à Saint-Cyr, au nord de Tours.
Là, on a l'équipe commerciale, on est, une quinzaine ici, avec, un showroom, de présentation pour les différents types de protections. Je suis accompagné également de mon troisième associé, ici à Tours avec, Pierre-Jean Goupil, hein, qui lui va plutôt s'occuper de l'administration, de l'informatique et un peu des avancées, sur l'IA. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, au fil des années, en fait, on s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup de tâches chronophages, qu'il fallait envoyer des mails, des relances et cetera. Donc on a essayé de digitaliser au maximum nos tâches, de rendre automatiser, toutes ces tâches, hein, pour gagner du temps sur l'humain, sur l'échange avec le client. Et quand il y avait par exemple, un besoin d'achat ou d'un devis pour des sacs anti-inondation, maintenant on perd plus de temps. Il y a une marketplace à disposition avec l'achat, disponible 24 heures sur 24 avec une carte bleue. Donc on les oriente là-dessus et nous on vient vraiment, consacrer du temps avec, nos technico-commerciaux qu'on surnomme aujourd'hui des coachs inondation qu'on a formés, qui eux vont plutôt vraiment, rentrer dans le détail de l'expertise à avoir, selon la configuration à protéger, le type de maçonnerie et dire le type de personne à protéger parce que, on va dire s'il y a une personne âgée, elle peut pas soulever un certain poids, on va plutôt l'orienter vers un autre, produit. Et ensuite, on est vraiment neutre dans la démarche. C'est-à-dire qu'on va pas mettre en avant plus un fabricant qu'un autre. On est là vraiment pour orienter le client vers là où les solutions les plus adaptées. On lui fait un, 2, voire 3 devis différents. On lui explique les différences, on lui donne les avantages et les inconvénients de chacun avec un prix associé. Et puis après, à tête reposée, ils choisissent, la protection la plus adaptée. Et l'avantage, c'est qu'on est sur un marché, qui est aussi, subventionné. Les protections anti-inondation, c'est bien, on protège les personnes, les biens et les personnes, mais aujourd'hui en France, quand on est en zone inondable, on peut bénéficier, de financement pour réaliser ces travaux à hauteur de 80 en tant que particulier. Et du prix de l'équipement, c'est ça? Alors fourniture et pose, les 2 inclus. D'accord, c'est merci Jonathan de le rappeler. Très utile. Et on a également, 40 pour les entreprises de moins de 20 salariés et 50 pour les collectivités locales. D'accord, Donc c'est d'accord. pas anodin, il y a quand même, des financements qui permettent de financer ces travaux de réduction de vulnérabilité du bâti face au risque inondation. Aujourd'hui, on s'orientait beaucoup sur les ouvertures à protéger, tout ce qui est bâtard d'eau, porte étanche, protection périmétrique, mais on a complété notre offre, avec des clapets anti-retour pour éviter un refoulement des eaux par les canalisations. On fait également des pompes de relevage associées, justement à des groupes électrogènes pour pouvoir démarrer la pompe de relevage en cas de coupure d'électricité, hein, ce qui a lieu souvent en cas d'inondation. Et en fait, on vient analyser en fait toutes les faiblesses, les vulnérabilités de ce bâti pour pouvoir proposer en face des solutions. Parce que des bâtards d'eau et qu'au final, je me rends compte qu'il y a une remontée par les canalisations, je vais créer un aquarium et toujours dans notre devoir de conseil en disant: «Attention, vous avez peut-être une remontée possible par vos toilettes ou vos douches au sous-sol. Pensez à mettre un clapet anti-retour ou des ballons obturateurs, au niveau des canalisations». Donc on a complété et enrichi notre offre en fonction de tous ces besoins. Bien, très clair, très utile aussi, des choses que je pense, beaucoup d'entre nous ignorent. Qu'est-ce qui vous a amené justement à à ce domaine, comme vous dites, de coach d'inondation, prévention des inondations? Vous avez parlé au départ, hem, à l'association de sinistrés. Est-ce que vous avez été vous-même sinistré? Pour être honnête, oui, dans la famille, on a eu des sinistres, on a vécu des inondations, donc on sait ce que c'est. Moi, je viens en plus des Hauts-de-France, enfin dans le nord de la France, donc on l'a vu récemment. J'ai même de la famille qui a été impactée. Mais la réalité du terrain, c'était à l'époque quand je travaillais au Crédit Agricole, hein, j'étais banquier, à l'époque, j'avais une personne âgée, François Wolski, qui venait me voir régulièrement et qui disait, «Vous êtes jeune, il faut agir pour l'avenir de vos enfants. On est capable d'envoyer des satellites sur la Lune, mais on n'est même pas capable de protéger nos maisons sur Terre». Donc je me suis mis à l'écouter au bout d'un moment et j'ai décidé d'aller chez lui, dans sa maison de retraite. C'est un ancien militaire donc à l'armée française, hein, qui a travaillé au Sénégal, hein, et qui s'occupait, de l'affrètement des véhicules. Et en gros, il a une observation, une réflexion qui était intéressante. Il disait que dans nos habitations, les portes et les fenêtres s'ouvrent vers l'intérieur, histoire d'accueillir les personnes. À l'inverse, quand on regarde les ouvertures des véhicules, hein, que ça soit, une voiture, un train, un sous-marin, un char, ce sont des ouvertures qui s'ouvrent vers l'extérieur. Et l'avantage d'avoir des ouvertures vers l'extérieur, c'est que quand l'eau, elle vient monter, elle va pousser le panneau sur son plan de joint, donc elle va favoriser l'étanchéité. À l'inverse, nos habitations, avec le changement climatique, ne sont pas adaptées face à l'arrivée des eaux. Donc la pression hydrostatique
pousse l'ouvrant et après il cède, les charnières cèdent et ça s'ouvre et ça rentre dans l'habitation. Donc on a eu cette réflexion de créer des portes étanches avec des ouvertures vers l'extérieur et c'est lui qui m'a mis sur la voie au départ en disant: «Bah, il faut travailler quelque chose de ce côté-là». Moi j'en ai parlé, j'ai frappé des portes, hein, j'en ai parlé, au ministère de l'Environnement et j'ai eu un retour de monsieur Jacques Faye à l'époque, qui est à la retraite et qui était, l'architecte de l'état-major, qui m'a dit: «C'est une bonne idée, une bonne réflexion, je vous suis». Et c'est à ce moment-là que moi j'ai décidé d'arrêter de travailler et j'ai réuni une équipe en fait, hein. J'ai réuni architectes, conducteurs de travaux et cetera pour m'accompagner dans cette démarche-là parce que moi tout seul je ne pouvais pas. Il fallait que je puisse m'entourer de compétences pluridisciplinaires et c'est là où j'ai fait une présentation et qu'à la fin de la réunion, tout le monde m'a rejoint et qu'on a décidé d'ouvrir cette association pour essayer de concevoir des protections et puis, on s'est dit que dans chacun d'entre nous, il y a un génie, que ça soit nous ou un sinistré. Donc peut-être qu'il y a des idées à récupérer, donc on a fait en sorte de rassembler tout le monde autour de la table et puis, remonter avec, cet ascenseur, social, justement les idées au ministère en disant: «Voilà ce qui se passe, voilà la réalité du terrain et voilà ce qui pourrait, être mis sur le marché demain». C'est nous qui avons mis les règles pour fixer sur quoi on doit s'orienter, parce qu'on avait beaucoup d'idées, il y avait beaucoup de cohérence aussi entre les idées. Donc voilà comment c'est né au tout départ. C'était un garage, qu'on a aménagé, c'est une ancienne boucherie. Il y a du câble, on a mis des ateliers, on a acheté des machines à Leroy Merlin, on a conçu nos premiers prototypes. On avait une imprimante 3D pour faire des charnières innovantes, puis on l'a conçu comme ça. D'accord. Merci beaucoup de partager la genèse de Célipec, avec nous, puis voilà un peu votre parcours personnel. Et aujourd'hui, quelle est la philosophie ou quelle est la mission qui guide vos décisions? Aujourd'hui, pour nous, l'intérêt, c'est de protéger au maximum les personnes sinistrées en les orientant vers la meilleure solution. La plein. Aujourd'hui, on est un peu perdu sur le marché, les protections anti-inondation ne sont pas assez démocratisées. Même moi, quand j'ai commencé l'activité, je ne connaissais même pas le mot bâtard d'eau, donc la barrière d'inondation. Et en gros, notre mission à nous, c'était de dire, bah, OK, dans cette, diversité de protection anti-inondation, comment on va rendre lisible la protection? Comment on va faciliter le parcours client? Donc on a levé des fonds, on a levé plus d'1 million d'euros, avec, Matmut, en tant qu'actionnaire. Et en gros, c'est un assureur qui nous a accompagnés là-dessus pour, ouvrir la première marketplace qui s'appelle Floody, donc sur Floody, Joli. ouais, qui est dédiée au domaine de l'innovation. Dans cette marketplace, en fait, on s'est dit: «Quand j'ai un problème avec de l'eau, je vais sur Floody, comme ça je trouve une solution». Que ça soit une petite fuite jusqu'à, une grosse inondation dans la maison. Donc on y retrouvera, des barrières anti-inondation jusqu'à des vêtements étanches, des pompes de relevage, différents produits associés, au domaine de l'eau. Donc l'objectif, c'est de rendre scalable, au maximum cette activité-là et donc déjà se faire connaître sur le marché français et progressivement ouvrir les frontières, à tous les pays limitrophes et de rassembler tous les acteurs, de protection anti-inondation en un seul endroit. C'est-à-dire que c'est le rendez-vous de tout un écosystème. On y retrouvera les fabricants, un réseau de poseurs, des diagnostiqueurs et puis des clients sinistrés qui ont besoin de trouver une solution. Donc on a rassemblé le tout sur une marketplace qui s'appelle Floody. On a toujours visité Cedipec, mais sur Floody, on a mis un service de coach inondation et en réalité, c'est Cedipec, qui porte la casquette du coach inondation parce que ça va être des produits dits sur mesure avec une expertise humaine. Il y a un échange à avoir. Donc tous les produits standards qu'on peut acheter, rapidement, on le fait avec sa carte et quand j'ai besoin d'une expertise, je fais appel au coach et notamment à Cedipec pour échanger. D'accord, c'est complémentaire, Ouais, totalement complémentaire. Et Floody, c'est www.fl2ody.fr. ouais, c'est ça, exactement. Voilà, Ouais. important de le noter. Inondé comme inondé de produits, comme, Tout à fait. c'est un nom qui est simple à retenir, donc on s'est orienté sur ça. Très bien, très bien. J'imagine que depuis 2018, vous avez eu beaucoup de chantiers, beaucoup de projets. Quel est le projet récemment qui vous a le plus marqué ou qui a été le plus innovant pour vous? En termes d'innovation, on a justement, dans la région parisienne, on a eu un projet pour le Grand Paris. C'était, ruelle Malmaison, c'est une presqu'île, si vous voulez, à protéger et donc on a dû trouver des solutions pour dériver les cours d'eau et les rivières vers des zones stratégiques comme des zones tampons ou des terrains agricoles, afin de protéger, toute une zone industrielle, importante et des zones à économie, et enjeux importants également. Donc on a recherché en fait les solutions existantes périmétriques
Et on a trouvé une solution suisse avec qui on a travaillé, DryUp, hein, donc Roy, hein, qui est, gérant de DryUp, hein, et qui a créé le Flood Ready. Et en fait, le Flood Ready, c'est quoi? C'est tout simplement une digue mobile qui est enterrée, sous-sol, et avec l'arrivée des eaux, la barrière va se lever d'elle-même avec la montée des eaux. Par contre, dès que la montée des eaux descend, elle va également se refermer sur elle-même de manière automatique. Et ça, c'est très bien parce qu'on peut monter jusqu'à 3 mètres de hauteur et bah, il pouvait même aller au-delà, mais avec des renforts. Et déjà 3 mètres de hauteur avec la pression hydrostatique que ça encourt, j'ai trouvé ça hyper innovant. On a permis en fait de dériver l'eau sur à peu près 3 kilomètres sur cette digue mobile. Et l'avantage, c'est que cette digue mobile peut remplacer des routes, des pistes cyclables. Et on a tout un des indicateurs, que ça soit des signalétiques, visuels ou sonores pour alerter la population. Et on vient se mettre en relation avec les élus locaux, pour qu'ils puissent enclencher la protection à distance. Et nous, on peut envoyer des systèmes d'alerte au préfet ou à la mairie. Le système d'alerte s'enclenche de lui-même. On peut lui mettre un tempo pour que la responsabilité du maire soit engagée, parce qu'on est sur la norme GEMAPI, voire laisser complètement autonome la protection si jamais il s'agit d'une entreprise, qui veut protéger, à l'arrière de ses entrepôts, par exemple. Ça, c'est une innovation importante puisque la protection, elle est, autonome. Il y a pas besoin d'électricité. En plus, elle est enterrée, elle n'est pas visible à l'œil nu. Elle me fait penser à la protection Flood Frame. C'est une protection périmétrique également, pneumatique. À l'inverse, le flood frame, c'est enterré dans le sol et ça va être, on va dire, une membrane enroulée sur elle-même. Et avec l'arrivée des eaux, pareil, la membrane va épouser le sol, puis progressivement le mur. Mais là, le flood frame, lui, a besoin de s'appuyer sur du mur et de l'existant. Oh, le Avec solide. le flood ready, non, c'est vraiment une barrière qui se lève avec l'arrivée des eaux. Donc le flood frame est plus associé à du bâti, à protéger des bâtiments plutôt individuellement, des grands secteurs à protéger, mais en s'appuyant bien entendu sur du bâti. À l'inverse, le flood ready est plus à destination des rivières et des parcs, pour protéger des grandes zones, pour orienter l'eau, ailleurs. Par contre, c'est un point de vigilance quand même à avoir. Mmh. Pas oublier, l'eau, pas comme le feu, ça ne s'éteint pas. L'eau ira irriguer ailleurs. Il faut toujours penser: «OK, je protège une zone, mais à quel prix? Qu'est-ce que je vais, rendre vulnérable à côté?» Donc D'accord. pourquoi pas coupler des protections complémentaires à des protections périmétriques, avec des protections amovibles, voire individuelles, en fait. Mmh. Donc toujours penser à cette logique de: «OK, je protège l'eau, je protège un quartier, mais où est-ce que l'eau, va aller?» Parce qu'elle ira irriguer ailleurs, bien entendu. Donc c'est là où c'est intéressant de savoir, s'il y a, des bassins de rétention, des zones tampons à disposition, des terres agricoles, sur lesquelles on pourra faire dériver l'eau. Donc faut Mmh. considération. C'est vrai que c'est un point auquel on pense pas forcément. Et bon, on arrête l'eau, mais on pense pas forcément, bah, de toute façon, elle va partir ailleurs. Elle va chercher un autre chemin. C'est exactement ça et des fois, bah, ça a lieu sur nos frontières, mais les nuages, eux, n'ont pas de frontières. Il faut quand même discuter avec l'ensemble des élus et des pays concernés, pour parfois avoir une intelligence collective sur le risque, hein, et bah, d'unifier nos forces, cette intelligence collective pour apporter des solutions. Effectivement. On entend justement, ouais, que ça peut être un des défis auxquels vous avez à faire face et hormis celui-là, quels sont les principaux défis opérationnels, vraiment opérationnels que vous rencontrez au quotidien? Souvent, on va avoir, des petites inondations, des garages en pente, souvent. Dès qu'il y a un orage, malheureusement, ça ruisselle, ça rend des garages et ça, on en a souvent, allez, tous les jours et c'est pas concerné par une inondation, mais un orage important avec des précipices importants. Donc c'est là où on vient protéger, bah, ces ouvertures, face au risque d'inondation. Donc on va mettre en place différents types de protection, notamment le bâtard d'eau. On peut proposer des portes de garage étanches, quand la personne est âgée, qu'elle ne peut pas soulever ou qu'elle ne dispose pas d'un local de stockage. Mais généralement, c'est une barrière anti-érosion qu'on vient proposer. Donc on a différents types de protection. Pour un garage et les grandes ouvertures, on va avoir des modèles empilables, comme on dit. Donc c'est des profils en U de chaque côté et par le dessus, on vient emboîter, des pales planches, les unes par-dessus les autres, jusqu'à la hauteur souhaitée. Par contre, attention sur les hauteurs, quand on est sur de l'habitation individuelle, on est dans la capacité aujourd'hui, d'étudier la structure murale. C'est-à-dire que, je sais pas si les murs sont bien entretenus, fragilisés, fissurés. D'accord. Je préfère limiter la hauteur de protection généralement à 80 centimètres
parfois auprès de certaines régions. Pourquoi? La première raison, c'est pour pouvoir enjamber la protection en cas d'évacuation. Quand il y a un risque avéré, bon, bah, là, il va falloir évacuer. Si je rends étanche toute l'ouverture, je me condamne, je ne peux plus sortir par là. Et si je ne dispose pas d'une zone refuge à l'étage avec un Velux, c'est compliqué. Et ensuite, la deuxième raison et la principale raison, c'est que les pressions hydrostatiques seraient tellement fortes d'un côté du mur vers l'extérieur et les côtés intérieurs, j'aurais que de l'air, que les murs eux-mêmes pourront s'effondrer. Même si la protection reste sur place, les murs, Ouais, eux, ne cèdent pas ouais. à distance. Donc, on préfère que l'eau rentre à une certaine hauteur pour équilibrer les forces entre l'extérieur et l'intérieur. Et de toute manière, même si l'eau rentre, les métaux lourds, et cetera et la boue se trouvent plus ou moins à 0,15 centimètres de hauteur. Donc l'eau qui rentrera restera plus ou moins de l'eau claire, qui est plus facile à nettoyer. Donc il ne faut pas D'accord. avoir peur, on ne pourra jamais créer de sous-marin, ce n'est pas possible. Au bout d'un moment, il faudra quand même laisser rentrer l'eau pour éviter cette pression hydrostatique tellement importante et éviter un effondrement de la maison ou des murs. Encore un point, en tout cas utile à connaître. Je pense qu'on la majorité d'entre nous, on n'a peut-être pas conscience que justement, oui, ça peut être un peu limite, contre-naturel, contre-productif de se dire: «Il faut laisser entrer l'eau pour justement garder la maison debout». Bah, c'est des nouveaux cœurs de métier. Il y a beaucoup de Mmh. sensibilisation, de l'État et des mairies, hein, face au risque inondation. Mais c'est vrai qu'en tant que sinistré, on a du mal à y penser. On veut vraiment protéger sa maison, parfois sur 1,50 m, mais aujourd'hui, l'État dit non et donne ces raisons-là. Mmh. Et bien entendu, ils vont subventionner les protections jusqu'à 80 centimètres. Au-delà, non. Et si Mmh. le particulier, ou le propriétaire souhaite quand même avoir une protection au-delà de 1 m, on peut lui faire, mais elle ne sera pas subventionnée. Par contre, on a notre devoir de conseil de lui expliquer que attention, les murs peuvent se fragiliser et c'est vrai que sur place, on vient regarder. Après, on a un second problème, hein, et pas des moindres, hein, c'est qu'on fait aussi face à la sécheresse et on va de plus en plus jongler entre inondation et sécheresse. L'extrême, hein, les extrêmes, hein. Et un mur imbibé d'eau est plus assujetti à la sécheresse. C'est-à-dire que les fissures vont s'écarter plus facilement, puis avec les gelées et cetera, bah, elles vont s'agrandir. Et c'est là où c'est dangereux, c'est-à-dire que si on n'entretient pas un mur et qu'on laisse faire et surtout si on est en zone inondable, c'est compliqué. Il faut quand même penser, à hydrofuger les murs, à les rendre imperméables, hein, et ce risque-là, il est tout nouveau. C'est vrai qu'on a du mal à jongler entre sécheresse et inondation. On vient soit parler de la sécheresse, soit parler de l'inondation, mais il faut coupler les 2. D'où l'intérêt également du Food Frame aujourd'hui qui a pensé à cette initiative. Mmh. Vous vous souvenez, je vous ai parlé d'une barrière, périmétrique, Oui. avec une membrane enterrée dans le sol, enroulée et qui épousait le sol et les murs. Et bien là, l'intérêt, c'est qu'elle est cette membrane, elle va être enterrée un peu plus profond, au niveau des fondations pour rendre imperméables ces fondations et en même temps protéger de l'inondation. Donc on évite le gonflement d'argile et l'apparition de fissures tout en protégeant des inondations et ça, c'est pas mal parce que c'est une protection qui va coupler, les 2 cas de figure. Et c'est là où, on demande aux fabricants d'être innovants, d'apporter des solutions, pour pouvoir pallier, à tous ces problèmes liés au changement climatique. C'est très, très instructif, Jonathan, ce que vous nous expliquez, ce que vous partagez avec nous. Hem, il y a vraiment, visiblement un besoin d'éducation par rapport à ça, d'instruction, sur, gestion, ben, justement de ces changements climatiques et dans notre quotidien avec les inondations, la sécheresse. Très, très, très instructif, et très clair, très Après, il pédagogique. y a l'utilisation, l'entretien, on fait beaucoup de blogs ou d'articles aussi pour, bah, éduquer au maximum, les personnes, hein, et les sensibiliser face aux risques d'inondation. Donc c'est un peu notre devoir, mais nous, voilà, on est assez petits, on est une vingtaine de collaborateurs, c'est plutôt à l'État d'agir sur ces choses-là et nous, on accompagne quand même la démarche, on fait notre devoir de conseil parce qu'on travaille avec, bah, des grandes enseignes comme Leroy Merlin, des assurances, donc on a besoin aussi d'avoir une image à respecter. Ça fait partie des missions, de CEDIPEC, de pouvoir, en plus de protéger, les personnes sinistrées, mais également les éduquer, sur le choix et les utilisations des protections. Justement, en parlant de vos clients, de vos partenaires, est-ce que vous avez observé ces derniers temps, ces dernières années, une évolution dans leur attente? Alors, pas dans les attentes, mais sur la demande elle-même. En gros, clairement, plus les années passent, plus la demande est présente, et plus, on va dire, l'État a mis, les forces nécessaires pour aider financièrement, les entreprises, les particuliers et les collectivités locales.
Donc, je pense que tout le monde a conscience, quand il y a un gros orage, quand on voit les informations, on dit: «C'est dramatique». Mais en fait, on n'est pas capable, parfois, ça peut agir on est là au mauvais moment, au mauvais endroit, en fait. Le nuage arrive, le précipice est important, on va avoir, 3 mois de pluie en une journée. Malheureusement, les infrastructures actuelles, ne sont pas adaptées face à ça et on a la tuyauterie qui se bouche, on a des zones, bétonnées, donc on va avoir des effets de ruissellement. On peut être même couplé, avec des tempêtes et des effets de submersion marine, donc parfois on peut avoir de la montée des eaux lentes, des submersions marines, des effets de ruissellement et c'est là où on n'est pas prêt, à agir efficacement. C'est là qu'il y a quand même des entreprises comme Predix et que on va avoir, Vortex également, qui ont pour mission, d'alerter en temps réel, les collectivités, les particuliers, en les alertant sur, l'arrivée de nuages et de précipitations importants. Et c'est là où je me dis, quand on avait déposé le brevet, où ça peut être intéressant d'agir sur la réactivité en disant: «OK, on est capable d'analyser maintenant avec les IA et les nouvelles technologies, l'arrivée de précipices». Eh bien, pourquoi pas coupler cette analyse avec de la protection, enclenchée, également à distance. Excellent. Justement, en parlant d'IA ou de digital, pardon. Hem, vous en avez déjà évoqué au début, là, juste maintenant. Comment vous l'utilisez et comment, l'IA ou le digital vous permet d'optimiser vos processus ou vos services, Jonathan? Actuellement, nous, on utilise un CRM qui s'appelle HubSpot, hein, l'un des plus connus. Ouais, En effectivement. gros, nous, on veut un suivi, clientèle assez précis. Au tout départ, on a mis à plat, en fait, tout notre process, hein. C'est-à-dire qu'on contacte un client dans les 48 heures, on demande des photos, des dimensions. Si on l'a pas, on fait une relance, puis après une 2e relance, puis après un appel téléphonique. À Mmh. l'inverse, quand on envoie un devis, après, il faut contacter un poseur, on vérifie qu'il est bien passé, que le métrage est bien transmis. Ensuite, on contacte, un fabricant, un logisticien également pour programmer la livraison. Et en fait, en mettant tout ça à plat, on s'est rendu compte que dans notre quotidien, il y avait beaucoup de tâches chronophages et qu'il fallait automatiser tout ça. Mmh. Fait le no-code, hein, je suis pas développeur de base et on va avoir un agent orchestrateur qui lui va piloter des sous-agents. Donc l'agent orchestrateur, c'est celui à qui je vais lui donner une consigne. Par exemple, j'aimerais, que tu envoies, à tel client, telle fiche produit pour leur évoquer, la nouveauté de cette innovation. Eh bien, l'agent orchestrateur, il va être relié à des sous-agents, donc notamment un sous-agent qui va être relié sur le web et qui, lui, va faire des recherches. Un sous-agent spécialisé sur les marketing et les missions marketing, comment, mettre en avant des messages et cetera. Puis un autre qui est plutôt spécialisé sur le design, qui lui va plutôt penser aux messages que ça doit dégager, les couleurs à avoir et cetera. Donc on les a paramétrés et quand on demande une consigne, l'orchestrateur va interroger tout le monde et derrière, on va demander, l'accord en amont de certains sous-agents avant de passer à l'étape numéro 2, et cetera. Donc il y a une logique de pensée, qui est plutôt délivrée. C'est-à-dire que, c'est pas l'IA en elle-même, mais c'est la logique de pensée qu'on a donnée dans notre schéma qui fait D'accord. que oui ou non, on a un très bon résultat à la fin. Donc Excellent. ça, on l'utilise au quotidien. On utilise également, l'automatisation de tâches. Aujourd'hui, tout est programmé. Nous, sur notre logiciel, quand ça passe en devis envoyé, on a une relance automatisée avec un mail spécifique qui est envoyé, puis un second mail spécifique au bout de 3 jours, puis après une tâche automatique qui est créée pour le commercial pour qu'il puisse faire un rappel téléphonique. On vient analyser, écouter les conversations en cas de besoin, s'il veut s'auto-évaluer. Comme ça lui dit: «Bah, tu vois, là, tu aurais dû dire ça, là, tu aurais dû répondre ça». Donc il va également apprendre de lui-même. Donc on utilise l'IA, dans cet ordre-là. Pareil aussi, on fait beaucoup de réunions, de points réguliers avec les différents pôles. Donc on a le pôle logistique, on va avoir le pôle informatique, le pôle commercial, le pôle comptabilité, le pôle communication et en fait, on fait des réunions. L'IA écoute nos réunions. Il nous fait un et nous crée également des tâches spécifiques par pôle et on partage tout ça. Et moi, à titre personnel, je l'ai même utilisé, pour mes mails. Moi, je fais de la veille concurrentielle, donc je vais m'interroger sur ce qui se passe. Donc j'ai pas le temps de lire les newsletters. L'IA est connectée à ma boîte mail. Elle va repérer tous les mails de newsletters. Elle va envoyer à un autre agent qui, lui, va me faire un résumé via ChatGPT ou autre. Mmh. Et je vais l'envoyer dans un autre logiciel qui lui va me faire un résumé vocal et ça m'envoie un petit podcast à moi-même ou aux équipes concernées quand je souhaite. Comme ça, en 2 minutes, moi, j'écoute tout ce qui se passe chaque jour et je gagne un temps fou. Donc, en fait, l'IA, elle est là pour faciliter le quotidien, faire gagner du temps.
mais il y a toujours une emprise humaine derrière et un contrôle à avoir. Bien sûr. C'est fascinant, Jonathan, à quel point vous avez intégré déjà, l'IA à un point vraiment très avancé, très approfondi. Quand est-ce que vous avez commencé cette transition, cette intégration? Bah, pour être honnête avec vous, moi, j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme. J'ai D'où ça vient? j'ai gagné beaucoup de concours au niveau national depuis que je suis tout petit. En fait, j'ai toujours voulu innover. J'avais pas mal d'idées au départ, hein, j'en ai même d'autres aujourd'hui. On va évoquer sur un second sujet, notamment avec l'IA. J'ai 2 autres projets, auxquels que j'aimerais développer, mais il me faudra des fonds. Mais en gros, voilà, l'idée, elle est venue sur le bien-être de mes salariés, au tout départ. En gros, D'accord. ils perdaient trop de temps et moi aussi, je suis passé par là. Moi aussi, j'ai téléphoné aux pages jaunes, aux poseurs, essayer de chercher, de la relation, faire des devis et cetera et j'ai passé, 2 bonnes années avant de recruter. On a démarré à 3 avant d'être 20 aujourd'hui et en fait, je sais, en fait, qu'est-ce qui est chronophage dans leur quotidien et peut-être que eux mêmes me rendent d'autres éléments dont j'ai pas la vision parce que, bah, j'ai pris voilà, d'autres responsabilités et donc du coup, à chaque fois, je passe du temps avec eux, je leur dis: «Qu'est-ce que tu fais dans ta journée?» et parfois, je vais même passer une journée complète avec chacun d'entre eux dans chaque pôle et c'est là où on a mis à plat, détecter les besoins. Il va: «Vois ça, je peux te l'automatiser ça, malheureusement, je peux pas encore ou c'est compliqué. Ce que je peux te faciliter, je le fais». Par exemple, je suis allé voir récemment Axel du service logistique. J'ai vu on a différents types de modèles de mail, quand on doit passer une commande, contacter un poseur et cetera. Et j'ai vu qu'en fait, elle tapait toujours manuellement le numéro de référence de la transaction, c'est-à-dire du projet, à chaque fois dans son objet de mail. Mais je lui ai dit: «Mais moi ça, je peux te l'automatiser et pour tous les mails types que tu fais». Donc je l'ai pris, quelques minutes avec moi, une demi heure. On a certes perdu une demi heure, mais à côté, bah, c'est des minutes, de remporter de son côté et c'est un peu ça en fait, c'est leur faciliter le quotidien. C'est vraiment le bien-être du salarié qui a fait qu'on voulait automatiser au maximum, bien entendu. Et ensuite, il s'est avéré que, même au niveau entreprise et relance, bah, le taux de conversion s'est même amélioré. On a vu que, ben, en mettant en place les automatisations, on a augmenté de 20 notre taux de transformation et c'est pas anodin parce qu'en fait, on se dit: «Certes, on perd du temps, certes, il faut engager, des démarches pour automatiser», mais sur le long terme, c'est du pain béni parce que c'est que du temps gagné, mais pour chaque collaborateur et comme on est une équipe, faut penser comme ça. J'imagine que la transition donc en interne, s'est bien passée, que vos collaborateurs ont vu et continuent de voir, ben, la valeur ajoutée qu'apporte l'IA. Est-ce que vous avez eu des retours, de ce point de vue-là, de vos partenaires? Alors pour les partenaires, pas encore parce que nous, c'est beaucoup d'IA internalisée. Intéressant. Là, on travaille sur, justement une IA externalisée, pour notamment notre réseau, pour rassembler tous les chantiers, demander les photos des chantiers, à la fin et les PV. Je travaille tout un réseau pour, nos revendeurs, nos poseurs et nos apporteurs d'affaires et donc c'est une plateforme que je suis en train de concevoir. Bah, la maquette est effective, mais ça me demande des fonds quand même assez importants et surtout du temps à allouer que je n'ai pas. Donc à voir dans quelle démarche et à quel moment je devrais la mettre en place et j'ai aussi un autre projet, très intéressant que je vais mettre en place prochainement donc je le divulguerai pas maintenant parce que Bien sûr. Dans on vous suivra, Jonathan. donc voilà, en gros. Pour en revenir, on entend que voilà, cette, implémentation et utilisation de l'IA, c'est internalisé. C'est vous-même qui le faites ou c'est avec votre département IT ou des vos amis? Moi, j'ai la logique, c'est-à-dire que je pense, je D'accord, spot et je dis comment formuler le schéma. d'accord. Et on a Bilal Gilouli, qui travaille chez nous, qui est responsable du service informatique, qui gère l'équipe, pour les automatisations et il est accompagné de mon associé Pierre-Jean Goupil, qui s'intéresse également à l'automatisation et en fait, on est tous les 3 curieux de nature et on s'est auto-éduqués, en fait, avec des tutoriels, en lisant des articles et puis en magouillant de nous-mêmes, même à la maison, en fait, c'est un plaisir à titre personnel. On rentre chez nous, on fait des tests, le lendemain, on en discute, on partage et en fait, on avance progressivement comme ça et après, on s'est tous les 3 spécialisés. On a Bilal qui va plutôt faire le no-code, les automatisations, tout ce qui est articles et cetera, le SEO. Pierre-Jean qui va faire un peu de tout, qui va essayer un peu de tout toucher pour pouvoir comprendre et mieux assimiler et moi qui m'ai plutôt spécialisé sur, le maquettage, comment rendre visible et fonctionnelle, une application et en fait, à 3, on arrive à faire tourner quelque chose de serein, quoi, En interne. en interne, ouais. Très bien, impressionnant, impressionnant. Hem, heu, pour résumer
avec tout ce que vous venez de nous dire, de ces deepakes et de votre philosophie, votre parcours, aussi du côté très, très innovant, que vous implémentez et que, vous partagez avec vos partenaires et vos clients. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Célipect, se distingue dans ce secteur qui, on voit, devient de plus en plus concurrentiel et où il y a beaucoup, beaucoup de demandes? Et on a voulu vraiment tout de suite, se rendre expert dans le domaine, c'est-à-dire vraiment maîtriser les technologies existantes. Mmh. Ma concurrence, c'est aussi entre guillemets «mes clients». C'est-à-dire que si demain ils veulent revendre leurs produits, je leur dis: «Bah, la porte est ouverte, venez, on voit ensemble comment on peut travailler». J'ai eu des débuts difficiles parce qu'il a fallu, bah, se faire un nom, se faire connaître et puis même nous apprendre et être autodidacte sur ce marché-là. Donc on a mis du temps. On ne maîtrisait pas tout au départ, ce qui est normal et au fur et à mesure, on s'est expertisé et on a réussi à se faire un nom et surtout un réseau, donc une force commerciale quand même importante pour pouvoir agir au niveau national et permettre, par exemple, à un fabricant du sud de poser son produit dans le nord et inversement, un fabricant du nord de poser son produit dans le sud. Mais tout en ayant une sorte de quali-pause, c'est-à-dire que, on est en train d'étudier ça justement avec des partenaires pour voir, comment on peut justifier une qualité de pause avec différents critères, l'état de maçonnerie à reprendre, avant une mise en place d'une protection, heu et puis également le choix de la protection adaptée selon le type de risque encouru et donc tout ça, nous, ça nous a pris du temps. Même si demain il y a un concurrent qui vient, il va falloir qu'il passe par le même parcours qu'on a fait. Il peut pas avoir les résumés de tout ça, c'est des nouveaux cœurs de métier Ouais. et après comme je disais, nous on est précurseurs dans le domaine, c'est un marché de niche. On a voulu, voilà, vraiment s'expertiser dedans et OK, on fait les inondations aujourd'hui, mais demain on fera, tout ce qui est, sécheresse et feux de forêt. Donc on va avoir aussi, tout ce qui est feu en entreprise, donc les barrières de rétention des eaux incendies. Pour la sécheresse, on est en train de voir avec des fabricants différents types de solutions parce que là, c'est un autre cas et il va falloir apporter aussi, des solutions concrètes sur ce marché-là. Donc pareil qu'aux inondations à nos départs, on commencera par deux trois fabricants et puis progressivement on évoluera. Vraiment se spécialiser sur le changement climatique. C'est vraiment, notre thématique, mais on démarre par les inondations, là, ce qu'on maîtrise en soi et on s'est appelé CESIPEC, parce que c'est un acronyme de Société d'études, de développement et d'associations, pour les protections et équipements. Mais en gros, on aime bien le mot PEC à la fin parce qu'on peut faire un jeu de mots avec CESIPEC, les pieds au sec. Effectivement, oui, oui, oui. Oui, c'est facile à retenir comme ça. Oui, oui, bien pensé. À réfléchir, exactement. Et les pieds au sec, pas forcément, uniquement avec l'inondation, mais aussi, tous les autres, Être à l'abri. défis, voilà, être à l'abri, être safe, en sécurité. Dernier mot pour la fin, Jonathan, on a entendu votre expérience personnelle. Vous nous avez dit que vous avez toujours été entrepreneur dans l'âme. Vous étiez banquier au Crédit Agricole avant de passer, dans le domaine de l'inondation. J'ai fait des études de marketing, hein, rien à voir avec la banque, hein. J'ai pris le premier emploi après mes études, ça a rien à voir, ouais. Quel serait votre conseil ou votre message pour un jeune qui souhaiterait entreprendre ou innover justement dans le domaine, on va dire, alors le domaine très large, du bâtiment, de la construction? Que ça soit dans le bâtiment ou la construction, le conseil restera le même, hein. Il faut croire dans ses convictions et surtout, ne pas avoir peur de parler de son projet parce qu'au départ, on dit: «Ouais, j'ai une idée innovante, j'ai pas envie d'en discuter, surtout un gros groupe, on va me voler le concept» et cetera. On a sou ça c'est un préjudice en soi parce que moi, je me suis rendu compte qu'en fait, en parlant, ça ouvre des portes. On a peut-être des idées qu'on n'a pas eues qui viennent à nous et même si je communique mon idée, c'est un peu comme l'économie de la connaissance, c'était, je sais plus son nom, il disait, voilà, en gros, si je vous donne 10 €, vous les prenez, je les perds. À l'inverse, quand je vous donne une idée, vous la prenez, mais je la conserve. Ça C'est fructifie. un peu ça le principe. En gros, faut surtout pas avoir peur d'exposer ses idées parce que le seul motivé aujourd'hui sur cette idée-là, c'est vous le 1er. Donc c'est vous qui irez le plus loin. Croyez en vos convictions, donnez-vous les moyens et vous allez voir, vous allez pouvoir y arriver. Et puis même si on tombe, c'est pas grave, on a un genou au sol, on se relève.
Amazon, il était en déficit pendant 20 ans avant de réussir. Alibaba, il a fait que des échecs, dans les entretiens. Il était 20 personnes, il y en a 19 qui ont été pris sauf lui. Mais regardez où il est aujourd'hui. En fait, faut jamais abandonner. Quand on prend quelque chose, ça finira par payer tout simplement. Et oui, on est passé par des chemins difficiles au départ. C'est un vrai marathon, je vais pas le mentir, c'est pas facile. Surtout qu'il y a cette pression quotidienne, de chiffres qui arrivent. On est dans un monde capitalistique, je ne fais pas de chiffres, comment je fais pour payer mes collaborateurs et cetera? Donc on a quand même cette pression, même si parfois elle est un peu transparente quand ça va bien, mais quand, ça va mal, je sais que les gens y pensent. Mmh. On parle et nous, au tout départ, quand on était 3, c'était compliqué. On se payait même pas un SMIC au tout début pendant au moins, 2 ans. Donc il faut accepter ça, il faut accepter ce changement, faut croire en soi et se dire que certes, c'est difficile au départ, mais à quel prix? À quel prix je peux avoir ma retraite aussi? À quel âge? Ça, c'est à préparer aussi. Est-ce quel schéma je veux prendre? Est-ce que je continue, dans mon quotidien et je fais ce qu'on me dicte? Ou alors je casse le ciel qui m'entoure pour avoir accès, justement au-dessus à ce qui se passe et dire: «Non, je veux contrôler, ce qui m'arrive». Waouh! Quelle, quelle inspiration, pour nous tous. Ah oui, justement, casser le ciel, vous nous ouvrez les horizons. Nathan, merci beaucoup. Merci beaucoup, bah, justement pour partager cette motivation, cet appétit, quel vraiment un entretien très, très, très inspirant. Merci beaucoup. C'est à vous, c'est gentil. Passe Merci. une bonne journée. Au revoir. Moi aussi, au revoir. Merci d'avoir écouté cet échange. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Chez Alpia, on continue de donner la parole aux professionnels du bâtiment pour valoriser leur expertise, leurs défis et leurs réussites. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très vite sur le podcast Alpia.